Bonjour à tous. Donc on reprend ce cycle de conférences organisé par la Commission Environnement et Pédagogie. Donc je le rappelle, qui a pour ambition d'interroger nos pratiques et nos enseignements à l'aune des questions environnementales. Donc après avoir eu des conférences qui posaient le cadre de ces questions avec des historiens, des membres du GIEC, on a tenu également à inviter des architectes qui exercent dans différents contextes. Donc on a eu Atelier Ourofila au Sénégal, Salima Nagy la semaine dernière qui exerce au Maroc. Et aujourd'hui, on reçoit Baptiste Châtenay de l'agence BICI. Donc BICI, c'est une agence bruxelloise montée il y a environ une dizaine d'années, avec un premier projet au Burundi. Ils ont aussi construit au Maroc, en Belgique et plus récemment en France à Arles, en collaboration avec l'agence Assemble, dont tu nous parleras tout à l'heure. Ils ont aussi participé à différentes biennales triennales, allant de Venise en 2018 avec The Act of Building. Il y a eu aussi Oslo en 2019, Lisbonne et Rotterdam en 2022. Donc c'est une agence aussi qui a fait évoluer, qui nous intéresse aussi parce qu'elle a fait évoluer le cadre dans lequel elle exerce face à des limites rencontrées lors de différents projets, qu'elles soient techniques, économiques, matérielles ou juridiques. Et aujourd'hui, elle a la particularité d'avoir 3 entités. Donc il y a BICI, comme société d'architecture, BICI Architect. Ensuite, il y a BICI, développé sous forme d'un laboratoire de recherche et d'éducation. Et enfin, BICI Materials, qui est une coopérative de production de matériaux. Donc on a souhaité vous inviter dans le cadre de ce cycle de conférences, à la fois donc pour cette approche architecturale, constructive et aussi matérielle, mais également pour une certaine forme d'engagement plus large dans la recherche et la transmission de savoir. Donc cette pratique plurielle, atypique, elle nous permet aussi de nous interroger dans une école d'architecture sur la capacité justement de la discipline au sens large de contribuer de par son engagement à un certain changement peut-être systémique dans le secteur de la construction. Donc j'en dis pas plus. Merci Baptiste de t'être déplacé pour nous. Je vais te laisser présenter ton travail et je te laisse la parole, je vous laisse l'accueillir chaleureusement. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je crois que le micro fonctionne. Donc déjà, merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être là, au nom de BICI. Donc pour que ce soit très clair, je m'appelle Baptiste Châtenay, mais BICI, ce ne sont pas mes initiales. BICI, c'est le nom de Brussels Corporation, de l'agence fondée par 4 associés il y a 10 ans à Bruxelles. Donc moi, j'ai rejoint l'agence il y a 5 ans maintenant et je suis invité à intervenir de temps en temps dans les écoles pour parler de notre travail. Donc, comme décrit un peu plus tôt, BICI, c'est une agence un peu couteau suisse avec 3 entités distinctes qui sont créées au fur et à mesure du temps. À la base, BICI, c'est 4 étudiants en architecture qui ont été diplômés vers 2009 et qui, 3 ans plus tard, ont commencé l'aventure, disons, en 2012. Donc BICI, à la base, est une agence d'architecture. Et aujourd'hui, elle l'est toujours. C'est d'ailleurs une des activités principales du bureau. Mais on a aussi une partie qu'on appelle Studies. Et en fait, cette partie-là, c'est toute un peu l'image qu'on peut connaître de la boîte, si vous la suivez un petit peu, qui est l'enseignement, les workshops, tout ce qui est lié à l'activité, la connexion entre matière et architecture. Et puis à la fin, il y a aussi la partie matériaux, qui est un peu le dernier né de l'agence, du bureau, qui est BICI Materials, un producteur de matériaux basé à Bruxelles et qui, depuis maintenant 3 ans, propose des matériaux
en base de terre crue, donc terre non cuite, issue directement des matériaux de la ville de Bruxelles, donc c'est-à-dire des excavations, des différents chantiers, des déconstructions, etc. Donc je vais en parler un petit peu plus longuement après. Donc le titre de cette conférence, c'est Same Same but Different. Donc pourquoi je vais vous l'expliquer, parce que BC a eu donc 5 années, disons, avant d'arriver à une première série de conférences qui s'appelait The Act of Building, c'est la petite diapositive à gauche, présentée en 2018 à la Biennale de Venise. Et cette agence, ce titre pour présenter notre travail était très axé sur les premières pratiques de l'agence que vous allez découvrir, qui étaient de juste s'interroger sur ce qu'était l'acte de construire. Juste, on parle d'étudiants qui sortent de l'école et une des premières choses qui a essayé d'être mise en place, c'est comment on construit aujourd'hui et pourquoi on est obligé de suivre telle et telle réglementation, etc. Donc ici, l'idée, c'était de s'interroger sur cet acte de construire. Et puis, Same, Same but Different, c'est finalement la période qui est plutôt la mienne, que je vous représente, et qui parle du fait qu'après 5 ans d'exercice, on s'est rendu compte qu'on faisait en fait la même chose que tout le monde, mais d'une manière juste un tout petit peu différente, c'est-à-dire en interrogeant la matérialité, c'est tout. Mais tout ce qui était là était déjà présent dans ces architectures vernaculaires par le passé, donc on n'a rien inventé. Donc Same Same but Different, c'est un peu le moment où on se rend compte que on n'a pas besoin de toujours inventer de nouvelles choses pour être architecte. Le premier projet donc je vais parler de 3 projets en tout d'architecture et d'un autre projet qui, disons, la création de BC Materials. Ces 3 projets, c'est les projets un peu emblématiques qui permettent de situer un peu l'agence et de montrer les déclics qu'il y a pu y avoir au fil du temps. Donc celui-ci intervient en 2012 à la sortie de l'école, où moi je n'étais pas présent, j'étais encore étudiant. C'est au Burundi où il y a un projet de librairie, de bibliothèque et d'école pour des enfants dans une ville de 75 000 habitants environ, qui se situe à la frontière avec le Rwanda. Donc BC intervient là-bas un peu naïvement, a reçu l'opportunité, comme bon nombre d'étudiants en école d'architecture, de pouvoir intervenir dans des pays un peu plus hors Europe pour proposer une construction d'un programme qui peut servir à tout le monde. Donc voilà, première chose sur place, lorsqu'on veut construire, c'est comment on construit là-bas. Donc ici, elle est sans aucune connaissance du lieu, sans aucun repère. Et en fait, si on veut construire avec les matériaux locaux ici, 100% des constructions vernaculaires locales sont faites à partir d'argile, de terre crue, de terre, pardon, excavée sur place. Donc ici, c'est la mine, en fait, l'extraction à proximité du site, qui est en fait une extraction un petit peu comme ça, disons, agricole, où on va ouvrir des mines un peu partout et les reboucher selon les paysages. Tout de suite, une des premières idées, c'est de manipuler ce matériau, d'apprendre de lui. Et donc, avec très très peu de connaissances, BC a commencé à tester le matériau en s'appuyant sur tout ce qu'il trouvait, c'est-à-dire des vidéos sur YouTube, des tutos, des livres de Cratère notamment qui étaient très utiles. Mais à part un des membres fondateurs qui avait une petite expérience chez Cratère, personne ne connaissait le matériau. Donc ici, en fait, on se rend compte que les tests que vous allez voir au fur et à mesure des projets, ils se retrouvent déjà dans cette première approche de l'architecture où on va chercher à savoir si l'argile locale a une bonne résistance, donc faire différents tests en fonction de l'humidité, rajouter des graviers, avec des techniques tout à fait artisanales. Ici, grâce à une poêle, on va sécher l'argile parce que l'argile a toujours besoin d'être employée de manière sèche avant d'être mélangée avec les autres ingrédients. Voilà, donc
petit à petit, ces tests sur place se sont un peu améliorés, disons. Ils ont été de plus en plus précis pour permettre la création de briques. Donc, puisque un des enjeux ici dans ce projet, c'était de faire un petit peu comme une réinterprétation de l'architecture déjà présente sur place par l'intermédiaire d'une brique non cuite, puisque on s'est aperçu que la plupart des cuites déjà présentes sur place, des briques étaient cuites. Donc pour ce faire, le mélange, ces tests ont permis d'arriver à ce matériau. Ce matériau qui a nécessité d'ailleurs la découverte d'une machine qui était présente pas très loin des lieux du chantier et qui a permis de produire l'essentiel des briques nécessaires à la construction des murs. Donc petit à petit, le projet s'est fait de la sorte en utilisant la main-d'œuvre locale qui était là en nombre, puisque la main-d'œuvre comparée en Europe est bien meilleur marché, ce qui fait qu'on a un matériau qui va être facilement manipulable par un nombre de personnes assez grand. De même pour les arbres ici, qui permettraient de faire les poutres, on a les différentes ressources qui ont été trouvées étaient dans les forêts avoisinantes. Donc ici, c'est l'image d'un tronc d'arbre tronçonné qui permettait de débiter plusieurs poutres pour faire la structure. Ensuite, pour finir l'architecture, pour la recouvrir, il y avait besoin de tuiles. Et donc, à proximité du site se trouvait un four à briques et à tuiles de terre qui permettait la fabrication de ces différentes tuiles cuites pour être étanches en toiture. Donc voici ce premier projet qui est la réponse à une architecture, à une volonté de construire d'une manière pragmatique avec les matériaux locaux trouvés sur place et une expression de la structure qui va être finalement la manière la plus simple possible de construire. Donc ici, le bâtiment que vous voyez, il a son toit qui va recouvrir largement la façade pour permettre aux briques qui ne sont pas stabilisées. Donc quand je voulais pas expliquer, mais quand on parle de briques de terre crue, on parle de briques non stabilisées, donc c'est-à-dire avec pas de chaux, pas de ciment, ce qui fait qu'elles ne sont pas résistantes à l'eau, d'accord ? Donc elles ont besoin d'être protégées, elles peuvent absorber quelques gouttes, etc., mais pas plus. D'où la nécessité de cette grande toiture qui est exprimée ici de manière la plus naturelle possible. Et après, ces murs avec ces contreforts qui permettent de stabiliser l'ensemble de la façade, ni plus ni moins, là où c'est nécessaire. Vous pourrez remarquer juste les deux rangées de briques en bas. Elles sont recouvertes d'une petite un badigeon à la chaux qui permet de les rendre légèrement étanches en cas de pluie au niveau du socle. Voilà quelques photos de ce bâtiment qui est un projet emblématique de l'agence et où je pense que d'un point de vue purement architectural, on peut parler d'un style néo-vernaculaire, disons, une architecture qui répond simplement aux besoins structurels. Après cette expérience au Burundi, donc là je ne suis toujours pas dans l'agence, voilà. On arrive en Belgique, donc les 4 assistés se retrouvent en Belgique où ils veulent remettre en pratique ce qu'ils ont pu expérimenter au Burundi, en Afrique. Et pour cela, ils gagnent en fait un appel à projet, c'est un projet public qui est la réhabilitation dans une ancienne halle, qui se trouve dans une fortification. La transformation de cette halle en un centre de loisirs, disons, pour accueillir des écoliers de la ville voisine pendant les jours de week-end et après les cours pour faire les leçons du soir ou faire du sport. Donc
même démarche qu'au Burundi. Ici, on a essayé de voir quelle était la ressource à proximité. Donc là, on avait déjà une affinité pour le matériau qui était la terre crue, donc les ressources en argile. Et donc ici, à quelques kilomètres de l'enceinte du site, on retrouve ici une carrière qui est cette fois-ci beaucoup plus massive, beaucoup plus grande, une extraction de terre qui servait en fait à la fabrication de briques cuites qui sont assez connues dans le nord de l'Europe et notamment en Belgique pour être un matériau très utilisé. Donc là, voilà, on n'a plus la pelle, etc. On est sur des choses beaucoup plus mécanisées, des empreintes sur le territoire qui sont beaucoup plus grandes. Et on se retrouve à avoir par contre les mêmes matériaux. Donc c'est-à-dire, pour faire une brique, il faut du sable, de l'argile, des graviers et de l'eau. Ici, on commence à avoir des machines un peu plus sophistiquées. Donc plutôt que d'avoir une presse manuelle pour fabriquer chaque brique une à une, ici on a une presse mécanisée qui va pouvoir débiter un nombre de briques plus important. On s'est confronté tout de suite à la problématique de la main-d'œuvre ici. C'est-à-dire que sur les images du projet au Burundi, vous pouvez voir une main-d'œuvre locale qui était là en grand nombre. Ici, la main-d'œuvre coûte beaucoup plus cher en Europe. Et donc, du coup, comment faire avec un budget aussi limité? Donc, c'est là que BC a commencé à faire appel à des gens, des architectes qui gravitaient autour d'eux pour participer à des workshops et donc des workshops, des ateliers où les gens allaient pouvoir se former, apprendre de leurs pratiques et en même temps participer à la production du projet. Donc, dans un premier temps, les workshops étaient dans un but tout à fait pragmatique, utile, de pouvoir construire à moindre coût. Donc ici, en fait, grâce à un nombre de personnes limité, on a quand même réussi à produire, je crois, plus de 30 000 briques nécessaires à la fabrication de ce projet. Et, et donc ces briques ont dû être aussi testées, etc., pour être mises en œuvre. Et donc nous n'allons pas mettre en œuvre ces briques parce qu'en tant qu'architecte, on n'avait pas aussi la possibilité de fabriquer, de construire. Donc la stratégie qui a été trouvée, c'était de fabriquer les briques et de les revendre à l'entreprise qui a ensuite les mettre en œuvre. Voilà. Et là intervient une étape supplémentaire par rapport au Burundi, c'est la norme, et donc du coup, comment construire des briques, une structure en briques porteuses qui allait pouvoir correspondre aux attentes d'un point de vue structurel. Donc, parce qu'il faut, en Europe, il faut répondre à un certain nombre de contraintes, et notamment, un peu moins en Belgique, mais en France, c'est toujours le cas, répondre aux questions d'un bureau de contrôle qui va être le garant de la norme et qui va contrôler n'importe quelle de vos installations pour voir si elles sont conformes. Donc ici, il a fallu construire un prototype pour pouvoir fabriquer une arche porteuse. Donc ce prototype, il permis de vérifier pour la première fois que nos briques déjà résistaient bien à cette compression et qu'il était possible, avec des briques non cuites, de faire des arches porteuses. Parce qu'il faut se dire qu'en Belgique, on était un peu... enfin, dans le passé, historiquement, il y a toujours eu des constructions en terre crue en Belgique, moins qu'en France, par exemple dans la région du Rhône, où vous pouvez avoir beaucoup plus un bassin beaucoup plus important d'habitation construite de ce principe-là. Mais ici, au XXIe siècle, dire à un ingénieur ou un bureau de contrôle que votre arche elle est faite en briques non cuites, c'est assez compliqué. Donc il faut, pour pouvoir se faire, il faut passer par la fabrication de ce genre de prototype. Une fois le prototype validé, la construction peut démarrer. Et là, c'est l'entreprise à qui on a revendu les briques qui a fabriqué le projet. Les workshops, j'en ai parlé. Donc ici, il y en a deux. Et donc, de même qu'au Burundi, on avait un atelier qui nous a occupé la plupart du temps, la grande majorité du temps, qui était la fabrication des briques. Ici, on a commencé à explorer d'autres matériaux, puisque BC, en fait, a une image très terre, vous allez le voir, parce qu'il y a aussi un fabricant de matériaux de terre en terre crue qui est très actif. Mais la partie architecture, on
on tend énormément à faire de la recherche et du développement sur absolument tous les matériaux qui sont autour de nous, ou en tout cas autour du site, à partir du moment où ils sont bio, géo ou, disons, city sourcés. D'accord ? Donc quand on entend par city, c'est-à-dire des matériaux qui sont issus de la démolition de la ville. Donc ici, second workshop, seconde découverte, la fabrication d'un mur, d'une structure, pas d'une structure, pardon, mais d'une isolation, d'une enveloppe extérieure à ces briques porteuses en chaud-chanvre. Donc le chaud-chanvre qui est, comme son nom l'indique, un mélange de chaud et de chanvre compressé et qui, un peu à l'image d'un pisé, va être tamisé petit à petit entre des banches pour donner lieu à une surface qui va être autoportante et juste fixée à une structure bois, ici connectée au mur. Donc ici, vous voyez la partie de droite, une fois, donc à gauche à droite, ouais, une fois le matériau débranché. Donc voici pour le projet de Edegem qui se trouve du coup en Belgique et qui est l'adaptation finalement pure et simple de la découverte un peu naïve qui a été faite au Burundi de cette architecture en terre puis en matériaux biosourcés. Donc là encore, d'un point de vue architectural, le bâtiment a une esthétique qui est la retranscription complète de la voûte. D'accord ? Donc le bâtiment est une série de voûtes qui permettent d'agencer 3 ou 4 différentes pièces à l'intérieur de cet espace. Et les voûtes se retrouvent en façade et recouvertes de ce matériau isolant qui permet aux élèves de bénéficier d'un bâtiment régulé en température. Ici, la structure porteuse visible un peu dans son plus simple apparat à l'intérieur. Les murs badigeonnés par endroits. Et une plainte toujours la même, mais ici en béton, pour éviter la remontée par capillarité de l'eau. Donc je vous ai présenté les deux projets, disons, fondateurs de l'agence, de Scalé. Et il y en a un troisième qui est un projet société en soi, et qui est la création de BC Materials. Donc c'est-à-dire que fort de ces expériences un peu nouvelles de fabrication de briques, etc., BC a commencé à vouloir aller un peu plus loin et à éviter en fait un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fabrique des briques sur place, comme c'est le cas, comme ça a été le cas dans les deux premiers projets, il faut qu'on réponde à chaque fois à des contraintes de stabilité de chaque brique, de la terre qui est employée. Il faut répondre à un certain nombre de tests qui sont extrêmement protocolaires et qui nécessitent beaucoup trop d'énergie et de moyens pour être rentable. Et donc, en fait, fort de ces connaissances, parmi les 4 associés fondateurs, donc là, à cette époque-là, on est toujours 4 dans l'agence, il y en a 2 qui vont arrêter finalement d'être architectes pour se focaliser sur la production de matériaux et la création à Bruxelles, en bas de nos locaux, d'une halle, ici encore une fois, construite d'une manière la plus pragmatique possible avec des blocs de béton pour pouvoir stocker la terre et les différents mélanges nécessaires à la fabrication des produits. Et donc BC, en fait, Materials s'est créé sur la thématique qui n'était pas... C'est pas une invention de BC non plus, je crois que c'est quelque chose qui a été déjà une idée qui a été donnée lors d'une exposition sur la terre de Paris, il me semble, menée par Julie Loiret en 2018-2019, où l'idée était de construire des matériaux en terre crue à partir des déchets de la construction urbaine. Donc ce petit schéma montre un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire que chaque année en Belgique en tout cas, il y a 37 millions de tonnes, je crois que maintenant entre-temps c'est passé à 70 millions, de tonnes de terre qui sont excavées.
qui sont transportés, stockés à certains endroits, et puis enfouis dans des carrières, enfouis dans des. Souvent, ça sert à réenfouir des carrières qui ont d'autres éléments qui ont servi à la construction. Il me semble que, en termes de chiffres, c'est 70% de ces terres d'excavation qui sont des déchets aujourd'hui, donc qui ne sont pas revalorisées. Donc l'idée de BC Materials, c'est un peu cette idée qui est vue à Paris, dans cette exposition au pavillon de l'Arsenal, qui est de court-circuiter un petit peu ce schéma qui s'était mis en place pour prendre la terre dès son excavation et la transformer sur place à Bruxelles, dans la halle que je vous ai présentée, et ensuite la revendre à Bruxelles, toujours dans ce marché local, sous forme de matériaux prêts à l'emploi. Donc pour vous présenter de quoi il s'agit, en fait, ici c'est un chantier le bâtiment vient de sortir de terre, d'ailleurs celui-ci c'est le nouveau siège de la ville de Bruxelles, voilà, qui a construit un beau parking de 2 étages sous terre. Et pour ce faire, ils ont donc creusé une énorme quantité de sol. Et ce sol, en fait, à certains endroits dans Bruxelles, il y a un fleuve avec un cours d'eau qui est historiquement la Seine, mais aujourd'hui qui est un canal. Et donc il y a, selon les endroits où on se trouve, plutôt dans le bas de Bruxelles, permis la création de sable, en fait, de carrières de sable. Et donc, si on creuse à une faible profondeur à Bruxelles, on va trouver du sable assez facilement, selon si on est en bas de la ville en soi. Donc, ce sable qu'on peut voir ici, qui est un des 3 matériaux principaux que je vous ai présentés pour la fabrication de produits à base de terre. Si on creuse un peu plus profond, donc ici, je crois que c'est un chantier de métro, toujours dans le bas de Bruxelles. Donc là, on parle du bas. Pourquoi le bas? Parce que c'est là où il y a les fleuves qui donnent ces alluvions, qui donnent ces différentes ressources facilement identifiables par strate. Et donc ici, si on creuse un peu plus bas, à 10 mètres de profondeur environ, on arrive à avoir un matériau argileux. Donc c'est un argile bruxellois qui est exploitable, c'est-à-dire que c'est un argile qui est de bonne qualité et qui est aujourd'hui la base de nos matériaux les plus vendus. Enfin, il faut des graviers. Et donc les graviers, souvent c'est issu, en tout cas en Belgique, souvent dans le nord de l'Europe, de l'extraction dans les rivières. Donc on va creuser le nid des rivières pour prendre les alluvions, les graviers qui se trouvent au fond. Donc c'est quelque chose qui a un impact environnemental assez important, puisque on crée des déplacements de cours d'eau juste à cause de cette extraction. Donc ici à Bruxelles, finalement les graviers, ils existent aussi dans la démolition des bâtiments. Et donc ici, c'est la démolition d'une tour, je crois que c'est celle du VTC, ou peut-être une autre, où le béton, en fait, sous forme concassée, devient de nouveau des graviers. Donc ça, c'est un produit qui maintenant est vendu là, assez largement par l'industrie du bâtiment, parce que c'est ce qu'on vous vend sous forme de béton écologique. C'est du béton recyclé, en fait, des granulats recyclés. Donc voilà, ceci a donné naissance à 3 catégories de matériaux, qui sont la briquette, donc les briques de terre comprimée, celles qui ont été utilisées dans les deux premiers projets. Le bruxellaire, c'est un enduit, donc c'est un enduit à base d'argile qui permet en fait à vos bâtiments d'avoir une bien meilleure régulation de l'hygrométrie, puisque le matériau terre va stocker l'air humide pour ensuite le redistribuer lorsque la saison est plus sèche, lorsque l'air est plus sec aux alentours. Et enfin, il y a le castar, qui est un matériau qui permet de faire des murs en pisé. Donc le pisé qui est le même mélange quasiment que les autres, mais sous forme compressée manuellement. D'accord ? Ces 3 matériaux ont quasiment les mêmes bases, c'est juste qu'il y en a qui vont avoir plus de gravier, moins de sable, plus d'argile. Et les briquettes, il faut quand même vous dire qu'aujourd'hui, pour répondre à un certain nombre de normes, elles sont stabilisées un tout petit peu. Donc il y a quand même 3% de chaux qui permettent à cette brique en fait, de ne pas être trop friable en soi. Donc voilà la création de ce projet,
société qui a donné lieu à cette coopérative qui est BC Materials et qui est toujours basée sur l'apprentissage et sur la transmission et qui organise toujours aussi régulièrement des workshops. Donc en fait, ça c'est un peu la partie studies que je vous présentais au début de la boîte, qui est ni plus ni moins que la branche éducative finalement de BC. Puisque lorsqu'on met un peu le pied dans l'architecture écologique et surtout en terre crue, c'est un petit monde et c'est un monde qui veut énormément s'entraider, parce que tout le monde veut promouvoir un matériau qui aujourd'hui n'est pas du tout reconnu d'un point de vue purement législatif, par exemple, comme étant la réponse ou une des réponses possibles à une architecture plus vertueuse. Et donc ici, l'idée, c'est à chaque fois qu'on a l'occasion, qu'on gravite autour de ce petit milieu-là, c'est de transmettre. Voilà. Ce qui est une activité assez importante de l'agence aujourd'hui. Donc voilà, tous ces projets, tout cet effort de ma part de vous présenter des projets dans lesquels je n'étais pas encore là, pour vous parler en fait de le projet que j'ai suivi à l'agence qui s'appelle Atelier Luma, qui se situe en France, à Arles, et qui est un peu le dernier aboutissement, le dernier né de notre travail, et qui est le projet qui aujourd'hui est le plus emblématique et qui montre un peu le mieux quelle est notre pratique et comment elle a évolué depuis 2012 et ce premier projet au Burundi. Donc ici, on est arrivé à Arles, on a rencontré après la Biennale de Venise quelqu'un qui s'appelle Yann Bologne, il me semble, je regarde l'heure en même temps, qui est le directeur des ateliers et qui nous a proposé de nous mettre en concurrence avec un bureau d'architecture que vous connaissez sans doute qui s'appelle Assemble, basé à Londres et qui participait également à la Biennale de Venise à l'époque quand on présentait notre première recherche via Act of Building. Et donc, plutôt que de se mettre en concurrence, en fait, on a pu assez rapidement discuter avec Assemble et plutôt que de faire un concours où on avait une chance sur deux de le perdre, on a décidé de en fait s'associer pour faire le projet ensemble. Donc ça s'est fait juste parce que on s'est rencontrés, que c'est une commande privée, qu'on peut un peu faire le marché, manipuler la commande à sa guise, enfin si le client le veut bien évidemment. Mais donc voilà, on a décidé de faire ça avec Assemble, de partir pour une aventure ensemble et on a commencé le projet par... donc pardon, je ne vous ai pas présenté mais il y a peut-être un pointeur. Il y a un pointeur ici ? Non. Pas de pointeur. Hop. Ici en bas à droite, il y a une halle qui est ici, qui se trouve être le bâtiment qu'on nous a demandé de rénover. Et le but était de faire les nouveaux ateliers Luma. Donc les ateliers Luma, c'est une branche de la fondation. Non, pardon, je ne vous ai pas tout présenté. Ici, c'est la fondation Luma. Donc ça, tout ce grand site que vous voyez, qui avec une grande tour au bout, qui est construite par Franck Guéry. C'est une fondation privée dans le sud de la France, à Arles, qui a racheté un ancien parc industriel de plusieurs hectares, avec 7 ou 8 bâtiments dessus, et qui a fait intervenir un certain nombre d'architectes pour rénover les bâtiments ou en construire d'autres, dont Franck Guéry, et qui a fait appel à Bassmetz pour faire le paysage, donc tout le parc qu'on voit un petit peu se dessiner ici sur cette photo, et qui a été dessiné par cet architecte. Et donc nous, on a eu un peu le dernier bâtiment qui était là, à côté du parking, avec Assemble. Et donc l'idée, c'était de faire le nouveau centre de recherche de Atelier Luma. Donc Atelier Luma, c'est une partie de cette fondation qui accueille, il y a un atelier une espèce de centre de recherche où il y a essentiellement des designers qui s'intéressent à la biodiversité camarguaise et qui essayent à partir de ce territoire de fabriquer des objets à partir de ces matériaux, des ressources qu'ils vont découvrir. Donc ils ont exploré un certain nombre de matériaux, de ressources que je vais vous montrer. Donc nous, on nous a demandé de les installer dans cette nouvelle halle qui était complètement réhabilitée et de collaborer avec eux
pour faire un projet un peu à trois avec Assemble. Donc pour ce faire, on a, juste pour finir, ce projet est assez atypique puisque, vous voyez, on intervient dans le cadre d'une fondation privée qui s'est payé un bâtiment construit par Franck Gehry. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de moyens assez illimités. Et donc, en termes de reproductibilité, d'un point de vue financier, etc., on est sur un projet qui est totalement hors case. D'accord ? Donc, on va parler ici de projet prototype. On est arrivé dans cette région avec Assemble, donc une agence de Londres, une autre de Bruxelles, où on devait construire quelque chose de nouveau à partir des ressources de la Camargue qu'on ne connaissait pas. Donc, pour ce faire, on a en fait travaillé sous forme de résidence. Donc, c'est-à-dire que pendant toute la construction du projet, qui a duré 4 ans, on a fait des résidences d'1 mois environ tous les 3 mois. Donc voilà, tous les 3 mois, on était là-bas pendant 1 mois, on vivait sur place et on allait explorer les différentes ressources, la région. Et donc en fait, on a été payé dans un premier temps, sur les 6 premiers mois, disons, pour explorer. Voilà, ce qui est encore une fois un luxe qu'on ne retrouve pas dans d'autres projets. Donc la première exploration qu'on a trouvée, c'était la première ressource, c'était les premières, pardon, c'était celles déjà exploitées, étudiées par ces designers de l'atelier, qui s'intéressaient par exemple au tournesol, qui est une culture assez abondante dans la région, et qui arrivaient à en fabriquer des petits panneaux qui servaient pour eux de base à des objets qui avaient certaines fois qui avaient une propriété thermique assez intéressante. Ils sont intéressés aussi des matériaux un peu plus emblématiques de la Camargue, qui est le sel. Et donc, comment à partir de cette ressource, on arrivait à faire des espèces de panneaux qui sont ici, qui ont été utilisés, je crois, dans la tour de Louma, fait également à base de sel. Ils ont trouvé aussi des algues qu'ils ont commencé à transformer et à mettre sous forme de bioplastique qui, à l'aide d'imprimantes 3D, permettait de faire des vases qui étaient une première exploration d'un point de vue du design. Et voilà, donc on s'est retrouvé avec ces matériaux, cette recherche extrêmement diverse, des matériaux qui sont plus du tout connectés au champ architectural classique, et qu'on a essayé d'intégrer dans notre projet, mais en même temps qu'on a essayé de compléter ce catalogue par nos propres recherches. Donc BC et Assemble, Assemble a une manière très particulière également de faire du projet, mais au final on s'est quand même dirigé vers des champs d'exploration que BC maîtrisait pas mal, parce qu'on s'est aperçu que la région était assez riche en carrières, notamment en carrières de pierre. Il y a des carrières magnifiques un peu partout. Et ici, on est tombé sur cette carrière de Saragan, qui est à 50 km du site environ, qui est une carrière totalement blanche, où ces pierres ont permis la fabrication des plus grands monuments de la région. Je crois que il me semble que c'est celle-ci qui a permis celle du pont du Gard, la fabrication du pont du Gard, et où on a retrouvé un peu comme à chaque fois, ces mélanges. Mais ici, on ne s'attendait pas à trouver ça dans une carrière de pierre, mais il s'agit en fait des résidus de la coupe des pierres qui sont présents en assez grand nombre sous forme de poudre, qui historiquement, je crois, étaient revendus parce qu'ils pouvaient servir soit de liant, soit de colorant. Mais ici, nous, on a trouvé ce matériau, on a eu l'idée tout de suite de proposer une terre, de le mélanger avec notre argile en tout cas, pour proposer un matériau blanc, un matériau en pisé par exemple, ou en BTC blanc, qui allait pouvoir répondre un peu plus à la chromatique de la région et aux couleurs qu'on a trouvées dans les carrières visitées. On a également trouvé des carrières de sable et de gravier
où on a trouvé en fait sur une partie un peu plus en amont des ressources en argile, pardon, qui se trouvaient qui se trouvaient pas être exploitées. C'est un argile un peu comment on appelle ça, de chute. Donc c'est-à-dire que c'est pas la ressource principale qu'ils exploitaient dans cette carrière. Donc ici, on avait un peu de mal à trouver de l'argile dans la région, mais c'est ici qu'on l'a trouvé, pareil à une cinquantaine de kilomètres du site, et qu'on a ensuite, pareil, analysé pour essayer de retrouver dans le projet. Même chose que pour BC Materials, qui travaille sur la déconstruction des bâtiments à Bruxelles. Ici, on a essayé de prendre les éléments de la démolition, déconstruction de notre bâtiment. Donc, c'est-à-dire qu'on a dû rénover l'enveloppe existante de cette halle ferroviaire pour la réhabiliter. Et donc, plutôt que d'envoyer tous les éléments à la benne, on a essayé de sélectionner les éléments qui nous intéressaient. Et là, ici, il s'agissait plutôt de réemploi. Et en l'occurrence, par exemple, les tuiles. On a essayé de faire des choses avec les enduits de ciment qu'on a concassé, avec les différentes voliges de toiture qu'on a essayé de remettre en place, etc. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Donc ces résidences, elles nous ont permis assez rapidement de mettre en place les premiers tests dont on avait l'habitude, toujours en collaboration avec Assemble, qui a apporté une démarche encore innovante et super intéressante pour nous. De faire toujours cette première étape, celle du bricolage, du prototypage, qui permet en fait de créer des moments de restitution à la fin de chaque résidence, où plutôt que de présenter des plans, un bâtiment, on a énormément joué sur le côté matière. Donc, c'est-à-dire qu'on crée des formes d'exposition qui étaient finalement le format de restitution de nos explorations. Donc on allait dans ces résidences, on était environ 8, donc 4 de BC, 4 d'Assemble, des gens qui participaient plutôt à la partie archi, d'autres matériaux, donc c'est un espèce d'échange un peu permanent, où on explorait en même temps le matériau et le design. Donc c'est-à-dire que les idées d'implémentation dans le design d'un mur fait de briques ou de pisé ou de bois, etc., ou de tournesol, venaient en même temps que le matériau était testé, sélectionné, approuvé petit à petit par les différents interlocuteurs. Ces soumissions, enfin comment on appelle ça, ces expositions, ces rendus, un peu comme vous quand vous faites votre rendu en soi, permettait aussi de d'intégrer des gens comme des bureaux de contrôle dès le début du dialogue. C'est-à-dire que les personnes qui sont garantes de la loi, comme je disais, mais aussi les ingénieurs qui vont être un peu moins garants de la loi, mais qui vont essayer en tout cas de ne pas aller en prison parce que leur structure ne tient pas, on va les intégrer dès le début du projet pour qu'ils puissent appréhender un peu mieux cette matière et plutôt que de dire non tout de suite, commencer à voir l'évolution. C'était aussi un moyen pour nous d'intégrer très rapidement les entreprises sur place. Donc, c'est-à-dire que ces projets-là, on était à une échelle, ici c'est 3 000 m2, qui dépassait bien évidemment tout ce qu'on avait pu faire avant. Et donc l'idée ici, c'était de ne pas construire, tout simplement, de nos propres mains, mais de faire appel aux entreprises locales. Donc le bâtiment, c'est une halle divisée en 3 parties. Et de la même manière qu'on fait de l'architecture, de l'expérimentation de matériaux, parce que je vous parle beaucoup de matière, de recherche, de ressources, mais peu d'architecture en soi, notre manière de faire de l'architecture, aussi bien avec Assemble que BC, elle est avant tout la résultante de ce qui est déjà là. Donc c'est-à-dire que le bâtiment, il avait une halle divisée en 3, donc avec 2 carrés, un en bas, un en haut, et une grande halle longitudinale que vous pouvez voir sur la gauche. On a gardé le bâtiment comme on l'a trouvé. Donc, c'est-à-dire à part les sols et les renforcements de fondation, on n'a absolument rien fait pour transformer l'espace, le resubdiviser, etc. Donc l'idée était d'intégrer des structures
qui allait un peu se plugger à cette structure existante. Donc la partie en bas à droite, c'est la partie où on a plutôt développé les matériaux terreux, donc les matériaux comme le pisé, les briques de terre comprimées, les badigeons, qui répondaient finalement à cette image un peu blanchâtre qu'on avait. On avait cette idée de carrière qu'on avait vue au début et qu'on voulait retranscrire sous la forme qu'on voulait retranscrire, mais sur la forme de matériaux argileux. Et ici, ça répondait à l'univers du laboratoire. Donc cette partie-là, c'est un projet en fait sans porte, quasiment, où chacun circule un peu comme il le souhaite selon les flux, et où l'univers est très chaleureux et où le matériau va plutôt parler d'une espèce de pureté et du fait que l'univers du laboratoire est un univers très, très, très clean, absent, où il n'y a pas de bactéries ou d'éléments qui viendraient perturber l'ensemble. À gauche se trouve au contraire une partie plus orientée sur le workshop. Donc le workshop, c'est les ateliers, c'est là où il y a toutes les machines. Donc là, il y a les ateliers fibreux, il y a aussi les ateliers terre. En fait, c'est tous les ateliers des différents chercheurs, designers d'Atelier Luma, qui vont... donc on a décidé ici de partir sur une structure bois et une recherche sur beaucoup de matériaux beaucoup plus fibreux. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez des vieux ateliers bois, souvent il y a ce matériau qui est utilisé parce que bien qu'il soit un peu fragile, parfois on peut le casser, on peut faire des pètes dedans. Il a en fait une propriété qui peut être facilement remplaçable ou qui peut être facilement poncé, réparé. Donc c'est un matériau qui se prête énormément à l'univers de l'atelier. Et enfin, vous avez en haut la partie qui est ce qu'on appelait en fait free space à la base, qui était la volonté selon nous d'avoir un bâtiment absolument où on n'a fait aucune intervention. Donc ici, le projet s'est un peu changé avec le temps. On a dû isoler les murs parce que on parle la fondation trouvait que exploiter le bâtiment 80% de son temps n'était pas assez bien parce qu'on avait fait des calculs et qu'on avait trouvé qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait l'utiliser 80% du temps sans qu'il y ait besoin de chauffage parce qu'on est dans le sud de la France, etc. Mais voilà, ça n'a pas suffi, donc on s'est retrouvé à l'isoler. Il n'empêche, l'idée et qui reste aujourd'hui, c'est d'avoir un bâtiment, une partie complètement libre dans laquelle on puisse faire n'importe quoi et où le principe était aussi de pouvoir avoir l'espace qui soit le plus sale possible. Voilà. Donc un espace très clean en bas, un espace moyennant clean sur l'aile gauche et enfin au centre, à l'arrière, l'espace, disons, libre. Le projet s'est fait sous forme toujours de fabrication, construction, mais ici de maquette. Donc, c'est-à-dire que de la même manière que le prototype se fabriquait et se concrétisait au fur et à mesure du temps, le projet se fabriquait en maquette et au final la maquette allait grossir en échelle. Donc on a commencé avec la maquette au 50e que vous avez pu voir, qui nous a suivi tout au long du processus de fabrication du projet pour être un moyen de communication assez fort. Ici, pour commencer à convaincre, mais aussi avoir un dialogue technique avec les artisans, les constructeurs, on a développé ces maquettes qui, au fur et à mesure, se sont transformées en fait en prototypes. Et c'est un peu le mélange voilà, des genres, c'est-à-dire que vous avez un matériau, une ressource comme la terre qui va tout de suite être prototypée. Donc on parle de la petite échelle pour un prototype, pour la fabrication. Ici, c'est le même système avec l'architecture et au final, à la fin, la maquette rencontre le prototype. D'accord ? Donc le matériau devient maquette et inversement. Et donc ici, c'est la retranscription pure et simple de ce prototype dans le projet, où là on est dans la halle des workshops, où on est sur une matérialité issue du bois, et où on a voulu par exemple tester un certain nombre de choses comme les badigeons à base d'algues. Donc ça c'est la retranscription des matériaux qu'on avait pu trouver chez les ateliers.
il se trouve que ces matériaux, avec le temps, on voit un peu sur le prototype, avaient tendance à se délaver, à perdre de leur intensité, puisqu'en fait l'algue est un matériau qui est vivant, qui est en mouvement et qui réagit au soleil. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on s'apercevait que le prototype perdait sa couleur. Et donc voilà, le prototype a servi à se rendre compte qu'il ne fallait pas aller dans cette direction. Et donc plutôt que d'utiliser de l'algue, on a plutôt utilisé une peinture locale qui est indigo, je crois, qui est une ressource qu'on retrouve assez en abondance dans la région. Donc le projet, un peu plus dans son ensemble, une grande halle laissée libre où les différents ateliers se trouvent dans la partie basse et qui permettent en fait, grâce à ces grandes portes accordéon, de s'ouvrir sur la halle centrale et finalement d'utiliser l'espace nécessaire en fonction des besoins. C'est-à-dire que chaque atelier n'a pas besoin de s'étendre forcément sur l'espace en plus. À l'étage se trouve la partie mezzanine, des ateliers un peu plus légers, avec des machines qui nécessitent qui ont un poids plus léger. Et où on a également au-dessus tout le stockage, en fait, l'archivage des différents travaux qui sont faits au sein de l'atelier. Je pense que je dois aller assez vite pour clôturer, mais je vais vous présenter encore le développement où on a dans cette halle utilisé un certain nombre de matériaux fibreux. Donc je vous montrais le bois. Le bois, malheureusement, on n'a pas pu s'attarder sur lui parce que on est arrivé dans un moment de Covid, donc de pénurie. Et donc là où la terre, on maîtrise un peu les éléments parce que c'est notre domaine. Le bois, on est sur un marché qui est beaucoup plus industrialisé, qui est beaucoup plus inhérent à l'architecture. Et donc là, on n'a pas du tout réussi à développer une production locale. Donc ce bois vient quand même de France, vient des Alpes, mais on n'a pas eu l'occasion d'explorer cette ressource. On a des nouveaux projets à Arles dans lesquels on fait intervenir les bois des Cévennes qui sont beaucoup plus proches. Donc ici, le bâtiment est entièrement isolé en paille. Donc pareil, en paille, c'est un matériau isolant qui était utilisé depuis très longtemps dans l'architecture, mais qui a eu tendance à s'oublier. Pourquoi ? Parce qu'on est sur quelque chose qui n'est pas du tout comparable en termes d'épaisseur comparé à un matériau classique, isolant. Pour une botte de paille, il faut compter 34 cm d'épaisseur minimum. Donc on arrive souvent à 50, 54. Et alors que vous pouvez avoir à peu près des rendements similaires avec des matériaux plutôt de base pétrole sur 15-20 cm d'épaisseur. Donc la paille, elle a quand même un atout énorme, c'est que c'est une ressource qui est présente partout sur le territoire et qui ne nécessite aucune transformation. Donc, c'est-à-dire que vous avez un isolant gratuit, quasiment, disponible ici à côté de chez vous et qui qui peut isoler bien d'une manière encore plus performante finalement votre habitation que d'autres types d'isolants. Le problème de cette paille ici, c'est que nous, on avait peu de culture de blé et plutôt des cultures de riz. Et donc ici, on a dû faire un certain nombre de tests pour transformer la paille traditionnelle en blé en paille de riz. Donc c'est-à-dire qu'il existe un certain nombre de guides de mise en application de ces matériaux pour la paille de blé, mais ici, il s'agissait de paille de riz, donc il a fallu encore passer par une table de test. Cette paille, elle est souvent... le problème par rapport à d'autres matériaux isolants, c'est qu'elle peut prendre feu. Et donc, c'est un matériau combustible. Et donc, pour pouvoir l'appliquer dans un bâtiment comme celui-ci qui reçoit du public, il faut avoir un enduit. Donc là, c'est les enduits, les argiles qu'on a retrouvées dans les carrières sur place, qui servent en fait de protection au feu. Donc ici, on est sur un matériau d'une base de 3 cm d'épaisseur environ, qui permet d'avoir une résistance au feu assumée sur l'ensemble de l'isolation. On a vu les différentes... donc là, je vous parle un peu de ces matériaux qui font cette partie longitudinale, qui sont les ateliers, et où on a aussi essayé de retransmettre un peu dans le projet la recherche qui avait été faite par les ateliers sur le tournesol.
Et donc le tournesol avait des propriétés assez intéressantes où si vous découpez la tige, en fait, vous trouvez avec des choses qui ressemblent un peu à du popcorn en fait. Et ce matériau, il a des qualités assez intéressantes pour l'acoustique. Donc cette grande halle que je vous montrais ici, ben, elle est entièrement recouverte sur tous ses murs d'un enduit acoustique qui est en fait de l'argile dans lequel on a emprisonné des morceaux de tournesol qui lui donne un peu une texture qui est propulsée dessus, qui lui donne une texture un peu craqueleuse, crunchy, qui permettent au son d'être emprisonné en fait. Parce que dès les premières études du projet, on a eu à travailler avec un acousticien qui, voyant un workshop dans une grande halle ouverte, a dit il faut absolument recouvrir le projet de pièges à son partout. Donc, en tant qu'architecte, c'est quelque chose on se bat toujours un peu contre ces faux plafonds acoustiques, etc., qui viennent un peu polluer la qualité de l'espace. Et donc ici, développer ce matériau a été pour nous une alternative à l'utilisation de choses plus courantes dans le marché de l'acoustique. Donc là, c'est ces différentes fibres issues de la tige de tournesol brisée. Donc pour les séparer, on a différents formats. On a mis en place un système où on pulsait de l'air et donc les parties lourdes allaient rester en bas, les parties légères allaient un peu plus loin. Et ce qui nous a permis d'avoir une concentration en matériaux assez adéquate. Ça a également permis de faire tout ce qui est les panneaux, donc les panneaux donc la partie haute du projet était recouverte d'enduit acoustique, mais la partie basse ne pouvait pas l'être puisqu'on est sur un workshop où il y a énormément de coûts, où il y a des machines, où il y a des gens qui transportent des matériaux. Et donc ici, on a dû mettre en place une alternative finalement à l'OSB traditionnel, fait à base de résidus de bois, mais avec beaucoup de colle. Et donc ici, plutôt que de faire appel à des matériaux standardisés, industrialisés, qui sont finalement émetteurs de pas mal d'émissions de carbone, ici le principe c'est d'avoir ce tournesol compressé, et en fait avec quasiment pas d'adjuvant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle. Donc les amidons qu'on va mettre dessus, c'est des amidons de pommes de terre, des choses qui permettent de remplacer la colle par des matériaux un peu plus écologiques. Même chose pour d'autres matériaux, toujours à partir de tournesol ou ici à partir de riz, où on a pu développer un certain nombre de panneaux ici sur les étages acoustiques afin d'avoir une meilleure redistribution du bruit dans l'espace. Parce qu'ici, sur la mezzanine, on est plutôt sur des espaces de travail un peu plus calmes. D'autres matériaux, encore des panneaux, ici des fibres. Donc là, c'est du riz mélangé avec de la chaux. Et si vous le compressez, à droite, ça fait des panneaux tout simples. Donc ça, c'est fabriqué, ça a été fait sous forme d'ateliers participatifs avec des gens en réinsertion dans la région. Donc voilà, il y a toujours une partie un peu bricolage, fait maison dans ces projets qui ici ont pu intervenir grâce finalement aux connaissances d'Atelier Luma et à son implication dans la région. On a aussi utilisé ces mêmes matériaux entre les solives, pour de la même manière avoir un renfort acoustique. Je me dépêche. On a ici la partie en terre qui est les laboratoires. Et donc, où on a dû tester ce pisé fait à partir de poudre blanche. Donc, rajouter cette matière dans le mélange a été pour nous un défi assez important parce que, en fait, elle ne renforçait pas plus que ça le matériau, mais elle avait plutôt tendance à lui donner des moins bonnes capacités structurelles. Donc, on était un peu à la limite de ce qui était admissible. Mais pour nous, d'un point de vue du propos, il était intéressant d'avoir cette couleur qui se retranscrive un peu dans le projet. Et donc, au fur et à mesure des tests, ici, il y a l'entrepreneur qui est Timur d'Atelier Cara, qui est dans la région de Valence et qui est déjà sur place ici dès les premiers tests faits par BC Materials. Donc à gauche, c'est Ken, qui est le directeur de BC Materials, qui sont déjà en train de parler de cet échange de savoir entre celui qui fait le test, celui qui fait la première étape,
et celui qui va ensuite fabriquer, prendre les responsabilités et devoir faire passer un certain nombre de tests. Donc ici, BC Materials a pu utiliser sa pratique, ses connaissances en terre pour faire passer un certain nombre de tests et franchir les étapes finalement itinérantes à la construction en terre crue. Donc aujourd'hui, c'est une construction qui commence un peu à se répandre. Il y a des guides de bonne pratique. Donc quand je vous parle de guides de bonne pratique, c'est tout ce qui n'est pas du DTU en fait, tout ce qui n'est pas régi par une norme hyper standardisée, mais qui est plutôt entre deux. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rédiger des guides qui montrent comment on fait les choses, comment on doit appliquer la paille, la terre, etc. Les différents tests qu'on doit faire pour que, au fur et à mesure, à force de martèlement, ces guides deviennent le DTU. Donc, par exemple, pour la brique, pour la paille, tout ça a donné place à un DTU. Enfin, le guide de bonne pratique est vu comme un DTU aujourd'hui. Ce qui permet d'utiliser beaucoup plus facilement ces matériaux et les mettre en application comparé à 10 années auparavant, par exemple. Donc même passage, donc c'est-à-dire on passe du test de l'échantillon au prototype pour voir si le mur peut supporter une poutre, pour voir si on peut faire, on avait l'idée de faire des jonctions avec les briques de terre comprimées à certains endroits. On s'est aperçu que ça n'allait pas marcher parce qu'il y avait trop de différences de contraintes, etc. Et donc on se retrouve avec un bâtiment qui, voilà, on a eu notre couleur, on a eu notre envie de départ, qui était d'avoir une atmosphère complètement blanche pour répondre à cet univers du laboratoire. Et pour autant, utiliser un matériau qui est vu encore aujourd'hui par de nombreuses personnes comme étant un matériau plutôt rustique, qui fait plutôt appel à une idée sale, ancienne, poussiéreuse, finalement de la manière d'habiter. Donc ici, je pense que c'est un bon pari que de vouloir l'utiliser dans un des endroits finalement qui est les plus aseptisés comme un laboratoire. Je pense qu'on arrive à la fin de cette conférence parce que sinon on va prendre trop de temps, mais ici je vais vous passer un peu des photos des différents développements. Donc ici par exemple sur les briques de terre comprimées qu'on a encore développées en termes de mélange. Qui servait à construire les cloisons non porteuses de la partie des laboratoires, où c'était que le pisé qui portait, et où on a une différence de teinte entre les deux, qui est due au fait qu'on n'a pas pu utiliser la poussière de pierre dans le mélange des briques, mais qui finalement crée une différence de teinte assumée, que nous on aime bien aujourd'hui dans le rendu final. Et j'avais encore plein de choses à vous dire sur les matériaux issus de la déconstruction du bâtiment, où en fait à chaque fois tout est source un peu d'inspiration, d'idées. Et donc ici, ces fameuses tuiles qu'on avait au début, on a commencé à vouloir les couper, on a dessiné différents patterns avec ça, on a eu l'idée d'en faire un sol, parce qu'il y avait une grande culture du terrazzo dans la région, dans le sud de la France, où il y a des connaissances assez incroyables dans ce domaine. Et où la brique finalement la tuile est devenue sol. Et juste voilà, en la coupant et en la mettant sur sa tranche, on a réussi à créer une identité assez forte et qui parle à la fois, qui convient à la fois à un laboratoire, à un univers précieux, luxurieux, mais qui parle en même temps de réemploi. D'accord ? Donc pour vous montrer qu'encore une fois, ce n'est pas des choses qui peuvent pas être mélangées. Ces briques, ces tuiles qu'on a concassées quand elles étaient cassées pour les insérer dans les enduits, qui ont donné lieu à un enduit encore une fois un peu comme à l'intérieur ce qu'on appelle crunchy. C'est vraiment cette idée d'avoir quelque chose d'autre qu'un enduit tout lisse, un peu classique, et de proposer autre chose pour la façade. On a fait des tests encore un peu innombrables, pas toujours concluants. Ici, c'est les tests de mélange d'enduit à base d'argile et d'algues, parce qu'on s'est aperçu que l'algue avait de grandes propriétés liantes et qu'elle permettait finalement quasiment de se passer d'argile dans les enduits. On n'a pas eu l'occasion de le mettre en application dans le projet, mais c'était un super matériau qu'on aimerait bien développer. Voilà, toujours ces workshops qui ont permis à des gens tout au long de la
de la construction, de participer à la fabrication du projet et de se former. Donc il y a des gens qui ont eu un ProPy, donc je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est des formations qui vous permettent à vous, en tant qu'architecte ou à n'importe quelle personne issue du milieu de la construction, du jour au lendemain de pouvoir construire des matériaux en paille porteuse, par exemple. D'accord ? Donc c'est des choses qui permettent de transformer finalement votre pratique et aussi de proposer une architecture un peu différente en tant qu'architecte. Voilà, toujours ces workshops, ces personnes qui viennent. Et puis je crois que je finissais en faisant la comparaison finalement entre un projet aujourd'hui et un projet il y a 10 ans à BC Materials où les gens venaient se former. Au final, c'est un peu la même chose. C'est juste toujours les mêmes tests, toujours la même curiosité, mais au final de plus en plus de personnes qui vont être amenées à utiliser des matériaux différents, plus vertueux et pas forcément à base de terre. Voilà, merci. Merci Baptiste pour cette conférence. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être, oui. Bonjour. J'avais 3 questions. La première, c'est comment vous gérez les questions de normes et de réglementation avec autant de nouveaux matériaux que vous mettez en œuvre à chaque fois. La deuxième, c'est sur le premier projet que vous avez montré, il y a des ferraillages qu'on a vus dans le chantier. Est-ce que c'était une armature d'un béton qui sera coulé plus tard, ou est-ce que c'est les ferraillages qui tiennent la structure brique pour les efforts de tension? Et la troisième, c'est sur le dernier projet que vous montrez, le poids du pisé et de toute cette terre est quand même, je pense, assez conséquent. Est-ce que vous avez fait des études pour déterminer que c'était possible? Enfin, je suppose que oui, puisque ça l'est, mais comment vous y êtes pris? Ok. Merci. La première question, sur la diversité de matériaux dans le dernier projet, il y en a très peu qui ont nécessité un énorme déploiement d'énergie pour répondre aux normes, parce qu'on est sur des matériaux de finition, et donc la plupart des tests, ça a été les tests au feu, en fait, de résistance au feu. Donc tous ces panneaux acoustiques, etc., ce qu'il faut montrer, c'est que s'ils sont fixés au plafond, ils ne vont pas tomber sur la tête des gens, et qu'ils ne vont pas non plus prendre feu en cas d'incendie tout de suite. Donc ça, c'est plutôt la partie les gens d'Atelier Luma, en fait, qui sont intéressés, qui ont pris possession de ce sujet pour développer en interne des connaissances là-dessus. La deuxième, je crois que j'ai pas la réponse. Voilà. Mais je ne pense pas qu'ils aient utilisé de béton dans le projet. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on propose de l'architecture écologique qu'il faut être anti-béton. Le béton, il faut aussi l'utiliser aux bons endroits, là où il faut. Et donc voilà. Mais c'est sûr que quand on propose un projet en briques porteuses, il faut plutôt avoir des briques porteuses et pas du béton porteur. Et sur la dernière qui était, tu m'as dit. Qui était sur le poids. Ouais, le poids du pisé. Le pisé, on a fait un nombre de tests assez incroyable. On a dû répondre à tout le cahier des charges du bureau de contrôle qui était Socotec dans la région, qui avait un tout petit peu l'habitude des projets en terre crue. Je crois que c'était eux qui avaient fait le projet, qui avaient suivi le projet de Clément Vergely à Lyon. Donc voilà, on était sur des bureaux d'études un tout petit peu connaisseurs. La personne qui était en face de nous n'était pas trop connaisseuse. Et donc là, on a vraiment mis en application tout ce que BC sait. Donc là, c'est plutôt Ken, qui est un des 2 membres de BC Materials, qui va faire les tests en laboratoire à l'intérieur de nos bureaux, où on va ensuite faire certifier ces tests dans des laboratoires qui se situent à 5 minutes en vélo du bureau, va faire descendre les échantillons dans le sud de la France, etc. Donc on est sur un échange de 3 ans
de tests, de dialogue, etc. Mais vu que c'est quelque chose qui est en interne et maîtrisé aujourd'hui, ben voilà, c'est quelque chose qu'on assume et qui est beaucoup moins chronophage finalement que si on commence depuis le début. J'ai une petite question pour les deux premiers projets. Du coup, les deux se posent sur une chape, enfin sur une dalle. Ils utilisent tous les deux donc soit de la brique en terre cuite, soit de la brique en terre crue. Et pourtant, il y en a un qui intègre un soubassement et l'autre non. Alors que du coup, la brique en terre cuite sont tous les deux en terre crue. Ils sont tous les deux en terre crue. Mais du coup, ma question était pourquoi l'un intègre un soubassement alors que l'autre non? Alors que l'un est sous un hangar et l'autre non. Est-ce que c'est une question climatique Souvent, c'est une... je pense que pour le projet au Burundi, je pense que le béton était quasiment pas présent. Je pense pas qu'il y ait de béton, donc du coup, je pense qu'on a utilisé des briques badigeonnées parce que c'était la ressource qui était disponible. Par contre, pour le projet en Belgique, là, il s'agit de répondre aux normes et donc de répondre au bureau de contrôle qui suivait le projet. Et donc ici, la négociation de 2 rangées de briques en soubassement qui allaient être en béton, ça permet finalement de le convaincre et de pouvoir avoir un projet fait à partir de briques de terre crues et en voûte porteuse. Voilà. Donc la voûte porteuse a aussi énormément joué sur le fait qu'il fallait faire quelques compromis parfois. Donc voilà, ici il s'agit de ces 2 premières rangées. Ce qu'on a plus tendance à faire, parce que là le premier et le deuxième est un projet indoor, c'est de stabiliser les briques du bas. Donc plutôt que de faire du béton, d'avoir des briques qui sont mélangées à la chaux, disons à 10-15% de chaux maximum, pour que en fait, elles soient rendues étanches à l'eau. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. J'avais la question, est-ce qu'en fait tous vos matériaux de construction ils sont licenciés ou est-ce que c'est des matériaux qui peuvent être produits par aussi les constructeurs locaux ou comment ça marche en fait? Est-ce que tous nos matériaux... alors, ceux qui sont fabriqués chez nous en interne, oui. Après, sur les matériaux développés à Arles, par exemple les briques, disons, c'est le mélange qui va être approuvé. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un certain nombre de tests sur le mélange, faire déjà des briques qui vont être approuvées en Belgique, dans nos laboratoires. Et puis ensuite, on va retransmettre cette utilisation, ce guide, cette guideline au fabricant qui va pouvoir suivre le protocole. Et ce protocole va être contrôlé sur place. Donc c'est la manière dont elles ont été certifiées. Voilà. Mais ici, on ne parle pas... par exemple, il y a une différence entre produire un matériau sur place pour un projet atypique et ensuite proposer un matériau à la vente comme on peut acheter une brique au magasin. Donc là, ici, il n'y a pas le même nombre de tests à faire. C'est quelque chose de très différent. Pour mettre en place ces matériaux à la vente chez BC Materials, ça nécessitait 2 ans de travail juste pour une brique. Donc voilà, il y a un effort qui est beaucoup plus important à faire lorsqu'on veut commercialiser ce produit-là. Peut-être aussi dans le prolongement de la question, j'en profite pour poser la mienne. Quelles sont les conditions finalement économiques que vous avez mis en place à l'agence pour pouvoir développer ces projets qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, aussi des prototypes qui sont aussi faits dans des cadres un peu parfois extraordinaires. Donc, ouais. Quelles conditions économiques vous placez? Est-ce que Studies et architectes communiquent, on va dire, économiquement? Et ensuite, ma deuxième question, c'était, tu le disais, c'est des contextes particuliers, peut-être dans des contextes plus ordinaires. Est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous faites le choix de vos commandes?
ou quelle est votre méthode? Est-ce que la méthode reste la même? Ou en tout cas, qu'est-ce qui reste pour faire architecture? Voilà, c'était un peu mes deux questions. Qu'est-ce qui permet économiquement de faire ce genre de projet? Déjà, ce genre de projet, comme Luma, c'est des projets qui permettent de faire d'autres projets. Donc, c'est des projets très rentables pour nous. On n'est pas, en fait, il y a une certaine bulle autour de l'architecture écologique et l'architecture en terre crue qui permet à quelques agences, dont BICI fait partie, de construire pour des gens qui sont extrêmement fortunés et donc pour une clientèle privée. Ça permet de financer en bonne partie l'agence. Donc il y a quelques projets comme ça qui, en plus d'être prototypes, un peu rêvés, vont permettre de faire une rentrée d'argent satisfaisante. Donc ça, c'est déjà un point important puisqu'on est souvent, lorsque des agences, jeunes agences présentent leurs projets, il y a souvent le côté où on présente les projets qui finalement ne sont pas rentables, qui sont les projets où on a tout donné mais on n'est pas du tout rentable. Ici, ce n'est pas le cas. C'est les projets qui sont rentables. Et c'est plutôt les autres, les plus courants, où on est moins rentable. Parce qu'on essaye de mettre un peu en place la même chose, mais avec un budget plus limité. Donc tout ceci a un coût, cette architecture-là, ce développement a un coût qui n'est pas du tout celui d'un projet classique. Il n'empêche, sur des projets, donc là c'est la deuxième partie de ta question, sur des projets plus communs, et bien plutôt que faire 100% du développement, comme ici, on va aller explorer toutes les ressources, on ne va pas prendre de l'OSB, on va essayer de fabriquer un panneau en riz, etc. On va plutôt se focaliser sur les 20% les plus intéressants. Et donc chaque projet aura ses particularités. Donc, sur des projets de logement, donc c'est des choses qui ne sont pas encore dans le catalogue de BICI parce que ça arrive, ça va venir. Sur des projets un peu plus publics, etc. Voilà, par exemple, la brique de terre crue, brique de terre comprimée, elle a un avenir hyper intéressant pour le cloisonnement dans des logements, par exemple. Elle permet d'avoir une acoustique assez intéressante. Elle a une masse, un rapport poids-masse qui est super aussi intéressant. Donc voilà, ensuite sur des collaborations plus classiques, et c'est là qu'on est très très sollicité à Paris par exemple, sur des projets de ZAC, ce genre de choses. Là, on va essayer de développer plutôt le matériau de façade, donc c'est-à-dire l'expression de façade qui va être biosourcée. Donc ça aussi c'est pareil, c'est-à-dire qu'on fait le choix de collaborer avec des agences plus grosses, moins regardantes finalement sur ce qu'elles font, pour nous satisfaire de développer ce matériau en façade, par exemple. Voilà. Donc on a essayé de mettre en place à Paris, on a fait des compétitions, on n'a pas encore gagné de compétition, mais on a essayé de mettre en place des façades en chaux-chanvre, enduite. On a essayé de mettre en place des façades en bois qui étaient tout simplement vernissées. Enfin, il y a un certain nombre de recherches qu'on fait qui nous permettent en fait de nous y retrouver d'une certaine manière. Voilà. Et donc aujourd'hui, les projets, on essaye de plutôt tendre vers les 100%. C'est des plus petits projets, plutôt sur le territoire bruxellois, de plus petites opérations de logement, par exemple, voilà, qu'on est en train de suivre. C'est un peu en complément que ce que vous venez de dire. Est-ce que vous êtes mis en rapport avec d'autres sociétés de fabrication de briques en terre? Je pensais surtout à Cycleterre qui se trouve à Sevran, qui utilise les matériaux de déblai de terre donc, du Grand Paris et qui fabrique des briques. Ils font même des études, des essais, de l'enduit. Et donc, je sais que pertinemment, ils ont fait fabriquer. Ils ont même monté des maisons directement là-dessus. Alors ça, c'est une première question que je voulais vous poser concernant les rapports que vous pouvez avoir sur d'autres sociétés. Il n'y en a pas beaucoup en France. Je crois qu'il y en a une dans l'Est ou je ne sais plus trop quoi. Et d'autre part aussi, est-ce que vous avez vu, parce qu'en fin de compte, vous êtes plus ou moins encore un peu
en mode prototype, enfin même si vous avez fabriqué des choses, voir avec d'autres constructeurs, des fabricants de matériaux. Justement, parler de l'isolation, par exemple, parce que vous avez fait l'isolation pour que ça soit plutôt grand public. Parce que je pense que l'avenir, effectivement, c'est au niveau des matériaux écologiques et de la réutilisation. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de tenter de vouloir, comment on appelle ça, agrandir un petit peu votre projet directement? Très bonne question. Là, vous parlez plutôt de la branche matériaux. Moi, je suis quand même architecte, donc je fais pas partie, disons, de cette partie matériaux, mais je suis suffisamment proche pour pouvoir présenter le travail aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question sur Cycleterre, bien sûr, Cycleterre, j'ai même dit, je crois, pendant la conférence, que c'était la référence finalement pour développer nos produits à partir de ressources urbaines. Et donc, c'est juste que Cycleterre a mis un peu plus de temps que BC à se mettre en place parce qu'en France, il y a beaucoup plus de contraintes réglementaires en ce qui concerne l'utilisation des terres d'excavation qui, à partir du moment où elles sont extraites, sont considérées comme des déchets, alors qu'en Belgique, c'est pas la même chose. Et donc, pour Cycleterre, comment ça se passe? En fait, le marché n'est pas concurrentiel, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose à Paris, par exemple, ou en France, on fait d'abord appel aux concurrents locaux pour savoir s'ils sont intéressés par le marché ou s'ils veulent qu'on s'en occupe. Voilà. Donc, en gros, toutes ces boîtes se connaissent très bien et travaillent ensemble à l'élaboration de matériaux de demain ou, voilà, qui sont en train de se faire. Je ne sais pas si c'est exactement ça la question. Et l'autre partie, concernant l'isolation, en fait, BC Materials s'est rendu compte assez rapidement qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec les boîtes de production d'industrie de terre cuite, par exemple, qui en fait sont déjà aujourd'hui en train de mettre en place la production de demain de terre non cuite. Et donc en fait, BC s'est rendu compte que déjà, ne serait-ce que par la localisation de notre agence, les moyens qu'il faut mettre en place, puis juste les aspérités, que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait faire, de commencer à devenir un énorme producteur, de grossir. Donc, on est plutôt dans l'idée de rester dans cette échelle d'aider les autres à tester. Donc, c'est-à-dire qu'on a par exemple beaucoup de marchés avec des fabricants de terre cuite pour les aider à développer des recettes qui, demain, seront adaptées à la terre crue. Et pour les isolants, voilà, la réponse est un peu dans la même logique, c'est qu'on n'a pas intérêt ou on n'a pas l'aspérité à devenir fabricant de ce type de matériaux. Par contre, à travers les échanges continus et la relation qu'a BC, la partie matériaux avec la partie architecture, etc., on s'intéresse à une diversité de matériaux beaucoup plus étendue qu'à la terre en soi. Et donc effectivement, l'isolant, pour nous, c'est un des enjeux principaux. Et donc, dans nos productions, après, je n'ai pas envie de faire débat non plus, mais il y a beaucoup de productions où on continue à avoir une isolation par l'intérieur. Donc, cette isolation par l'intérieur, elle permet d'avoir une utilisation de matériaux biosourcés qui vont être moins soumis aux intempéries et qui ne vont pas pourrir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'isolation par l'extérieur, on parle beaucoup de matériaux polyuréthane, etc. Donc ici, l'idée, c'est voilà, quelle est la balance entre mon matériau et finalement mon efficacité. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais répondre sur la partie isolation. Non, mais non, oui. Pour l'isolation intérieure et extérieure, ça dépend. Non, mais ce que je pensais, c'est que des fois, on voit dans certains salons, comme Bativat, des sociétés qui revendent du matériel d'isolation. Et c'est pour ça que je voulais savoir si vous pouvez vous vendre de la même façon que ces sociétés-là. C'est tout. D'accord. Je ne sais pas comment répondre à ça. Peut-être qu'on pourra prolonger cette conversation après. Je te remercie, Baptiste, pour cette super conférence et on espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.